Il y a bien d'autres leaders qu'on peut faire l'inventaire. Et ça se passe ici, ici et aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. La chorale de l'accueil Bonneau. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale. Vous venez de le voir et surtout de l'entendre, malgré la terrible catastrophe du 9 juin dernier, malgré les morts et les nombreux blessés, l'âme de l'accueil Bonneau est là, bien vivante. Vous en avez vu la preuve. Les 18 membres de la chorale de l'accueil Bonneau nous ont accordé le privilège de venir ouvrir cette émission spéciale ce soir, consacrée au problème des sans-abri. Au cours des 40 prochaines minutes, nous allons tenter de comprendre pourquoi on a tant besoin d'institutions comme l'accueil Bonneau dans un monde à chaque jour plus dur et qui fait peu de place aux plus démunis. Après cette émission, Radio-Canada diffusera le film de Denis Arcand, Joyeux Calvaire, un film sur l'univers des sans-abri. L'argent provenant de tous les messages publicitaires qui seront diffusés durant cette soirée sera remis à l'accueil Bonneau pour aider à la reconstruction de ces locaux. Ça représente une somme d'environ 30 000 $. L'accueil Bonneau va donc survivre grâce à des dons qui proviennent de partout et aussi à ses bénévoles, son personnel et aussi à sa directrice, Sœur Nicole Fournier. Bonsoir, Sœur Fournier. Bonsoir, M. Gravel. Où vous en êtes actuellement dans cette opération de reconstruction? Les deux provisoires sont bien établis, sont encore rodés, mais c'était le premier devoir. Maintenant, on est parti dans une levée de fonds pour la reconstruction. Et en argent, nous avons présentement 400 000 $. 400 000 $. Et ça vous prend combien pour reconstruire vos locaux? On pense qu'il faut à peu près comme 2 millions, parce qu'on ne reconstruit pas sur les mêmes bases. C'est-à-dire qu'il faut une structure d'accueil plus grande. Comme par exemple, on ne veut pas que les gens attendent encore dehors sur le trottoir. C'est ça. Alors, ça sera un peu différemment. Ensuite, il y a un vieux bâtiment qui est à l'arrière qu'il faut aussi mettre aux normes. Et on pense faire le tout dans le même scénario. Et le chantier, c'est pour? L'automne. L'automne, Avant l'hiver. pour que personne ne dorme dehors cet hiver. Pour que tout le monde puisse avoir ce qu'il faut pour passer l'hiver comme il faut. Merci, Mme Fournier. Et parmi les membres de la chorale, il y a aussi Benoît Fecteau, M. Fecteau, qui était présent lors de l'explosion à l'accueil Bonneau. M. Fecteau, vous étiez donc présent quelques secondes là, avant la déflagration, c'est ça? Effectivement, oui, c'est ça. C'est quelques secondes, c'est peut-être une dizaine, 10-15 secondes. C'est ça. Et le souvenir est encore vif ou? Bien, c'est une vision apocalyptique. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ouais, vous ne réussissez pas à oublier ça, là? Ah, c'est assez difficile. Là, on va reprendre nos activités, puis ça va s'oublier, j'espère bien. Vous avez quitté quelques jours pour justement pouvoir oublier, faire le point là-dessus. Oui, chez les anciens au corps. En retraite fermée. La deuxième fois, je vais là pour entendre le silence de parler. On a besoin dans des grands moments de stress comme ça, on a besoin d'entendre faire le vide, d'entendre le silence. Et ça fait partie du deuil, tout ça, là. Oui, à mon avis, oui. C'est ça. M. Fecteau, on vous revoit un petit peu plus tard au cours de l'émission. Donc, l'idée qu'on se fait des sans-abri se limite à ce qu'on voit souvent dans la rue, mais la question des itinérants est beaucoup plus complexe que le simple fait de voir les gens mendier. La journaliste Sophie Langlois et le caméraman Pierre Mainville ont passé la journée d'hier dans l'univers des itinérants de Montréal. Là, ta quête aujourd'hui, ça a été une bonne journée? Bon, ça a été bon. Je suis pas là aujourd'hui. Bonjour, madame, ça va bien? Ben oui, j'essaie de trouver de la rame manger, de trouver une place où je peux encore. Mais tout ce qui te reste, c'est ici, là. Ouais, c'est ici. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Oh, c'est le cochonnerie. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un cache. Qu'est-ce que c'est, ça? Un cache. Un cache. On est Tu deux. vas vendre ça? Ah non, je ne vends pas, c'est Ok. juste. C'est pour bomber. J'ai pas appuyé. J'avais des poches, j'ai mangé. J'ai du jus. Plein d'affaires. Moi, c'est quoi? Je m'en souviens pas. T'as des fringues aussi? Oui, des fringues, là. Il y en a. Ça, c'est le CLSC qui te donne ça? Oui. Moi, toujours là. Tu te couches ici, tu relèves, tu mets ton cadran À pour côté, ben, moi, c'est ça. Il me réveille le matin. pas manquer ton déjeuner. C'est ça. C'est le fun. Ça fait combien de temps que tu vis dans la rue, là? Ça va faire un bon 6 ans. Tu t'es jamais fait frapper, il t'est jamais rien arrivé. Non. Ah, je te dis, Dieu est là pour m'aider. Il est là parce que lui, il est à côté de moi. Mais on dirait qu'il est dans moi. J'aimerais qu'il vienne me chercher, là, pour... J'aimerais ça. Qu'il vienne me chercher.
Ils n'ayent pas de douleur, hein, puis ils viennent me chercher. Parce que c'est un non violent, puis je parle à tout le monde pareil. Puis quelqu'un n'a pas de monde, tu sais. Je bois pas, j'ai arrêté de boire, ça fait un mois, même le mois, 10 mois. Là. Ils vont moins arrêter de boire, mais c'est un style de drogue-là, pas capable d'arrêter là-dessus. C'est pas grave. Pourquoi tu le fais? Pour oublier. Pour oublier tout ce qui m'est arrivé dans ma scène de vie. Dans ma vie. Excusez-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, j'ai eu des problèmes avec ma femme. Ma femme était couchée avec un autre. Puis, je n'ai pas digéré, j'ai crissé mon camp. J'ai tout laissé tout au complet. Même mes dettes, j'avais des dettes. Après moi, j'avais payé, mais j'ai pas payé, moi, ça. J'ai tout laissé. J'ai laissé ça pour les enfants, tout ce que je fais là-dedans. J'ai pas fait ma business en me gelant, tu sais, en buvant. En changeant, je buvais puis me gelais. C'est bien beau me geler, mais j'ai un cœur en même temps, ça réussit. J'appelle pas ma mère. Ma mère, je ne veux pas blesser ici. Et elle sait que moi, je me blesse sans blesser les autres. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à t'en sortir? Eh bien, un grand logement, puis barré, pas personne qui puisse voir la porte, que je puisse rester là, puis que j'aille tout dedans. Mais ça, Pas de cocaïne. Ah, pas de cocaïne, non. C'est barré, je ne peux pas sortir. C'est impossible que je sorte. Puis, c'est à peu près ça qui est ma vie, pour l'instant. Bon, ben... Le tabarnak, je suis en bas. On te donne un brick. On t'offre une évidence un peu, là. C'est très petit que je coupe. Puis au fond. Ça, c'est mon territoire, oui. Oui. Du coin, elle est... OK? Avec votre condo, là. Oui. Oui, puis je l'adore. Qu'est-ce que tu fais que vous êtes rendu ici maintenant? C'est pas une question. Moi-même, je suis pas à la bourse. C'est un ivrogne. Un esti d'ivrogne. Pas à peu près, là. Pas à peu près, là. Un esti d'ivrogne en prend 24 sur 24. Rien que ça que tu mets sur vie. Pour moi. Parce que j'ai pogné à la gorge. Je suis tout petit, je fais 100 livres. Je dis, je suis malin en tabarnak, pas vrai. C'est la première fois que quelqu'un de vos deux, que ce soit Pierre et toi, qui m'approche, pas le faire. Excuse-moi, je dis pas rien. C'est normal. Yeah. Qu'est-ce qui te rend triste? J'ai assez souffert. Je me suis fait assez voler. T'es fatigué? Non, c'est pas ça. C'est les beaux émotions, là, qui viennent de me brosser un peu. C'est parce que c'est plein d'amour. Ça va pas avoir de tirer quand même. OK? Ça t'arrive pas souvent de sentir que les gens t'aiment? Non. Super sol d'estival du Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale sur le phénomène des sans-abri. Suivra le film de Denis Arcand sur les itinérants Joyeux Calvaire. Tout l'argent provenant des messages publicitaires de ces deux émissions sera versé à l'accueil Bonneau pour l'aider à reconstruire ses locaux. Donc, la situation des sans-abri à Montréal n'est pas unique. C'est un phénomène que l'on voit partout dans le monde occidental. Je vous invite à écouter les témoignages d'itinérants de plusieurs grandes capitales. Les correspondants de Radio-Canada, postés un peu partout dans le monde, leur ont posé une question toute simple. Comment, dans un monde qui se dit civilisé, en arrive-t-on à devenir un sans-abri? Pourquoi c'est un divorce?
C'est-à-dire divorce, c'est la descente. Alors pour remonter la pente, après, c'est dur. Sortez le travail, l'appartement, pour repartir dans la vie, c'est pas évident. Et vous êtes complètement démoralisé. Et pour le travail, vous en foutez un petit peu parce que vous n'avez plus rien dans le crâne, quoi. Vous tombez complètement à plat dans le crâne. Et quand vous commencez à réaliser, ben, c'est là qu'il est trop tard. Et c'est là qu'il faut recommencer à monter la pente. Et c'est là le plus dur. À tomber, c'est facile à tomber. Mais à remonter, c'est très dur. Pour quelqu'un qui est dans la rue, ouais, c'est complètement grave. Parce que les gens, ils nous prennent pour des moins que rien. Ils nous disent, vous êtes des exclus, quoi. Vous avez qu'à travailler, mais ils n'ont qu'à donner du travail, surtout. Ce serait déjà pas mal. Si l'État faisait quelque chose, ce serait pas mal non plus. Well, I became homeless about 8 years ago due to family problems. So I left where I was living before, came to London, been here now for 8 years, and it's a very hard situation to which to get out of. And been now lately doing some artwork, just trying to get my money together so I can feed myself and that. I live wherever. One of the problems is the medications that I take do not stop me from getting paranoid. If I go into a shelter, I'm apt to become violent. I'm apt to become more depressed. And the paranoia doesn't help. It makes it worse. So I kind of exclude myself from a lot of other people. I like people. There's nothing wrong with people, except that sometimes I think they talk about me, or, you know, they say or do things to me, or like there might be a government conspiracy against me. I had an excellent childhood. My parents never smoked. My parents never drank. I came from a well-to-do family. I spent every winter in Florida, you know? I just never had self-esteem all my life. I was just sort of the loner. Okay, I've always stayed alone all my life here. Maybe that is a reason. You know, I can't pinpoint a reason for it. No, I'm not blaming anybody. It's just myself. And drinking and smoking dope and stuff like that. And then all of a sudden, I just lose my check, and I'll be back here feeding off of them. I was what you would perceive as a normal person who used to deal with addicts and street people. Then I became one because I couldn't deal with my own problems and lack of self-esteem. And then I went through the drug culture for many years, and then I came back to the scene and went through the shelter to get my own personal recovery. Lost a job, lost a family, you know, accumulation of things that, you know, kind of went wrong. You get depressed, you get mad at the world, so you take it out on your own self by using drugs, alcohol, you know. Everybody here has a story to tell, but they don't all want to tell it at once, right? You know, some people keep it inside, and that's a sad thing, because there should be more shelters, though. We need more shelters. We need a lot more shelters. We need more soup kitchens. Pour parler de la situation des itinérants, je vous présente mes invités ce soir. René Charret, qui est coordonnateur du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Hélène Denoncourt, infirmière de rue au CLSC du Faubourg à Montréal. Et Christian Gravel, qui est travailleur communautaire à l'accueil Bonneau. Et Benoît Fecteau, un ex-itinérant et membre de la chorale de l'accueil Bonneau. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur Fecteau, est-ce que vous êtes reconnu dans ces témoignages de ces itinérants provenant d'un peu partout dans le monde? Ce qu'on vient de voir présentement, vous savez, ce sont des êtres humains, ça. Ce sont des pauvres gueux, de rejetés de la société. Ce sont des gens qui sont considérés comme des moins que rien. Puis il faut aller au fond du baril pour comprendre ces gens-là. C'est pas drôle d'être rejeté comme ça, parce que ce sont des êtres humains. Donc, vous êtes reconnu là-dedans. Racontez-moi votre histoire. Vous étiez quand même un commerçant assez prospère, je crois. Moi, je viens de la ville de Québec. J'avais un restaurant, un gros restaurant à Québec. J'avais une trentaine d'employés. J'avais 12 voitures Volkswagen sur la livraison. Et puis, un jour, ma femme a décidé de s'en aller avec un type qui était plus beau que moi, ou peut-être plus sobre que moi aussi. Et j'ai commencé un long cheminement, mais vers le bas.
Et puis, quand j'étais rendu au fond du bal, j'ai compris, parce que j'ai passé par là. Ouais, vous avez compris quoi en regardant ces gens-là sur J'ai compris que nous, dans mon cas, moi, j'ai eu l'accueil, Bono, qui m'a accueilli. Puis après ça, c'était Pierre Antian qui m'a fait confiance, qui m'a dit, on va former une chorale ensemble, avec les gens du milieu. Et c'est tout ça. Mais vous, c'était quoi? C'était l'alcool? C'était quoi? C'était un problème affectif? C'était votre femme qui était partie? Problème affectif, c'est l'alcool, c'en est mêlé. Vous savez, on cherche des béquilles quand on est rendu là. Et puis c'était un grand voyage. Moi, j'aime l'opéra. Là, je me suis payé les voyages. J'ai dilapidé la fortune que j'avais gagnée à travailler. Et alors, quand on se ramasse comme ça avec plus rien, mais il nous reste seulement quelque chose, c'est l'accueil Bono. Ouais. Quand on dit au fond du Bali, oui. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire que, monsieur, on n'a plus de... On s'aime pas. Vous savez, quand on a... Moi, je me suis éloigné de ma famille, ma propre famille. Ma famille, moi, c'est tout l'art. C'est de l'art pour moi. Puis j'avais honte de mon comportement. Alors, je voulais pas faire honte à ma famille. Je me suis éloigné. J'ai fini par me trouver, ma famille. Ils m'ont cherché. M. Charest, est-ce que le cas de M. Fecteau ou ceux que vous avez entendus avant, c'est vraiment le portrait de l'itinérance qu'on peut retrouver à Montréal et dans les grandes villes ailleurs ici au pays ou dans le monde? Bien, je pense qu'il y a effectivement une catégorie assez importante d'hommes assez âgés qui sont dans l'itinérance, mais de plus en plus, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un rajeunissement très important de la population itinérante également. Sur les 15 000 personnes itinérantes, ça, c'est une approximation assez sage. Donc, 15 000 à Montréal. À Montréal. Et ça, actuellement, il y a un projet de recensement des sans-abri qui est en train de s'effectuer. Les résultats, on va les avoir à l'automne. Donc, on ne peut pas vraiment anticiper au niveau des résultats. Mais normalement, on peut parler de 15 000 sans trop se tromper. Et sur les 15 000 personnes itinérantes, il y en a environ 30 qui est en bas de 30 ans. Et là-dessus, il y a peut-être un 10 à 12 entre 14 et 18 ans. Donc, s'il y a une préoccupation extrêmement importante, je pense qu'une vigilance à apporter, c'est effectivement aussi sur la question des jeunes. Il y a une autre réalité aussi. Un instant, oui. 10 à 12 entre 14 et 18 ans. Oui. Et ça, je pense... C'est assez dramatique, ça. C'est effectivement dramatique et je pense qu'il faut lier ça à l'ensemble des structures d'accueil pour les jeunes en difficulté qui ont vécu une rupture familiale. Est-ce que ces structures-là, à l'heure actuelle, fonctionnent, puisque beaucoup de jeunes se retrouvent dans la rue ou vont vivre la rue comme espace de socialisation? Ça, c'est une question qu'on lance depuis plusieurs années aux responsables des institutions, aux responsables de l'État, pour leur dire, écoutez, il faut absolument faire quelque chose à ce niveau-là. Quoi exactement? C'est souvent les solutions d'un côté et de l'autre qui pourraient justement amener des solutions à long terme. Mais actuellement, on se retrouve vraiment dans une impasse. Il y a beaucoup de gens qui vivent des problèmes de plus en plus lourds dans le centre-ville de Montréal, et pas juste à Montréal, c'est aussi dans différentes régions. On a formé récemment un comité interrégional sur le phénomène de l'itinérance. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'itinérance également dans la région de Drummondville, de Trois-Rivières, de Montérégie, Québec, évidemment. La région de Québec vit des gros problèmes à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est vraiment une question, c'est une responsabilité sociale et politique qui doit être effectuée, qui doit être prise en compte pour l'ensemble de cette population-là. M. Gravel, vous avez été à un cheveu de vous retrouver aussi dans la rue. Racontez-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un travailleur communautaire à l'accueil Bono? Bon, comme je dis, avec la gang avec qui je travaille à l'accueil Bono, j'étais pas dans la rue, mais j'étais sur le trottoir. Ça veut dire que la marche, là, tu sais, la petite chaîne n'était pas haute à tomber. Ça tenait un fil à ce moment-là. Oui, un fil. Puis un bon matin, je me suis retrouvé à l'accueil pour faire du bénévolat parce que je voulais arrêter de me geler la bête. Puis j'ai fait du bénévolat pendant 1 an. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé au service de la promotion humaine et sociale, où qu'on fait avec une équipe, très bonne équipe dynamique, où on fait de la fiducie de chèque. Les gens sont en fiducie, donc on peut payer le loyer, payer le médicament, et au lieu que la personne se retrouve dans les premiers 2-3 jours du mois et a tout flobé son chèque, donc là, elle peut passer le mois et elle a toujours son loyer. Donc, nous, moi et d'autres, on arrive à essayer de remettre dans la société, à reprendre leur place,
à des choses très simples, à montrer les besoins primaires, comme exemple, aller faire une épicerie. On ne va pas faire une épicerie de vente vide. On va manger un petit peu avant de faire l'épicerie. Et qui reprennent leur place dans la société. Alors donc, vous les suivez là, pas à pas. Vous en avez combien comme ça? À l'accueil Bonneau, il y a environ 250 personnes qui sont en fiducie. Et tous ceux qui se greffent aussi alentour de la soupe, là, de l'œuvre de la soupe, là, le vestiaire, la soupe. Puis là, à la soupe, il y a beaucoup de monde. Là, puis, c'est sûr qu'avec les années, la clientèle a comme changé à cause de la désinence. Donc... Désinstitutionnalisation, c'est ça. Des gens donc, qui étaient en institution psychiatrique, qui se sont trouvés dans la rue et qui n'ont plus aucun endroit où aller. Et donc, là, ils se retrouvent dans la société, puis il faut qu'ils fonctionnent, mais s'ils ne sont pas aidés à pouvoir prendre le bon chemin, bien là, ils retombent, on tourne en rond. Madame Denoncourt, vous êtes ce qu'on appelle une infirmière de rue au CLSC du Faubourg à Montréal. Est-ce que vous avez remarqué qu'effectivement les cas sont de plus en plus lourds? Oui, absolument, c'est sûr. Surtout depuis quelques années, là, je dirais depuis, en tout cas en ce qui me concerne, je le remarque plus depuis 3-4 ans. Les cas s'alourdissent. Les gens présentent des doubles, des triples problématiques. Ils sont dans la rue. Certains ont des problèmes de maladie mentale importants. Ça, c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Une proportion importante? Une proportion, probablement que René sera meilleur que moi par rapport aux statistiques, mais bon, c'est sûr que c'est pas une majorité. Il y a des gens qui sont carrément des schizophrènes, paranoïdes, qui se retrouvent sur la rue, qui ont plus de suivi, qui ont déjà eu un suivi dans le passé, ou tout simplement qui n'en ont jamais vraiment eu, parce que la désinence, ça date aussi d'un petit bout de temps. Puis ce qui s'est passé, c'est comme j'ai l'impression qu'on n'a pas adapté les services. On demande toujours à la population de s'adapter aux services qu'on a, mais on ne s'adapte pas beaucoup à certains besoins. Il y a beaucoup de clients qui ne représentent peut-être pas le client idéal, qui va aller à tous ses rendez-vous, qui va prendre tous ses médicaments tout le temps correctement. Et à un moment donné, les dossiers sont fermés, tout ça, et ces gens-là se retrouvent en appartement tout seuls, ils ne se débrouillent pas, les appartements se retrouvent dans la rue. Et effectivement, on retrouve beaucoup de ces gens-là. En ce qui me concerne, je m'occupe de ces gens-là. C'est quoi la proportion, M. Charret, de cas de maladie mentale au sein des itinérants de Montréal? Certaines études qui vont parler de à peu près 45% de la population itinérante qui ont des problèmes de santé mentale. Mais ça, il faut être apporter des nuances à ce niveau-là. C'est qu'il y a peut-être 10 à 15% qui proviennent directement, en fait, des institutions psychiatriques, donc victimes de la désinstitutionnalisation. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui vivent dans la rue, juste vivre d'une façon, comme sans domicile fixe, d'une façon assez longue, pendant 2-3 ans. C'est assez inévitable à ce moment-là qu'on puisse avoir des problèmes de santé mentale, et des fois des problèmes de santé mentale très, très graves. Et justement, à l'heure actuelle... Alors, vous me dites qu'à force de vivre dans la rue, on peut en venir jusqu'à développer des maladies mentales. Je pense que tantôt, le reportage démontrait justement des gens qui étaient démoralisés, qui étaient déprimés. Et c'est comme la base, ça, pour développer des problèmes de santé mentale plus à long terme. Si on ne vit pas dans des conditions adéquates au niveau du logement, au niveau de la nourriture, au niveau de la socialisation également, bien, ça peut développer, je pense, des problèmes assez importants. On parle de problèmes psychologiques, mais il y a aussi des problèmes physiques, comme infirme, parce qu'en fait, ces gens-là, l'hiver, on dit qu'il y a de la place toujours pour les gens, mais il y en a beaucoup qui insistent pour dormir dehors. L'été aussi, le soleil et tout, et on voit aussi dans le visage de ces gens-là que la vie a laissé son empreinte jusqu'à un certain point. Est-ce qu'effectivement, vous sentez qu'il y a de plus en plus de problèmes physiques, des gens qui sont de plus en plus malades? Oui, c'est sûr qu'il y a une foule de problèmes, là. Je voudrais rappeler qu'au départ, avant d'être des itinérants, des hommes et des femmes, et qui vivent sensiblement les mêmes problèmes que tout le monde. L'été, ils sont toujours dehors, ils ont des coups de soleil. L'hiver, ils dorment dans des dortoirs, fait qu'aussitôt qu'il y a un virus de la grippe, bien, ils l'attrapent. Bon, tout ça. En plus, les conditions de vie étant difficiles, quelqu'un qui marche beaucoup pendant la journée, comme c'est souvent le cas, dans des souliers de seconde main, évidemment, qui appartiennent à quelqu'un d'autre qui ne leur fait pas tout à fait, ils se promènent, ils ont des ampoules aux pieds, ils ont les pieds très, très abîmés. Ça peut sembler un détail, mais c'est très important. Il y a avec le sida, l'hépatite B chez les gens qui utilisent des drogues intraveineuses, il y a une multitude de problèmes. Il y a aussi ce qui arrive avec, le virage ambulatoire, si je laisse un mot là-dessus, avec les congés hâtifs qu'on voit de plus en plus chez les gens qui présentent des problèmes de santé physique ou mentale, où on retourne les gens vers la communauté, tout ça. Quand la communauté, c'est dehors, ou c'est un refuge qui fait tout son possible, où tu arrives le soir à 8 h et tu ressors le matin,
c'est pas évident. Il y a des complications. On voit de plus en plus de complications où les gens doivent retourner à l'hôpital, où ils n'ont pas de médicaments, ils sortent, ils ont des prescriptions, ils devraient être traités, mais ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les médicaments, ils attendent un peu, parfois ils viennent nous voir, tout ça, mais ça se complique. Vous faisiez quoi, vous, M. Fecteau, lorsque vous étiez malade? L'hiver, à moins 20, moins 25, moins 30? Dieu merci. Ben, moi, j'ai toujours rien chez moi. Ouais. J'ai toujours rien chez moi, puis Dieu merci, j'avais une bonne santé. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais vos amis font quoi? Tous mes amis de ma chorale, ma deuxième famille, c'est la chorale, ce sont tous des itinérants, des bonhommes qui se sont pris en main. Puis mais avant de s'être pris, comment? Ah, ces gens-là, malades, se retrouvaient comment? Dans la montagne, se creusaient des trous dans la neige. Il y en a deux dans le chorale qui se creusaient des trous dans la neige d'hiver. Ils couchaient là. Les gens vont dire, en regardant tout ça, en écoutant ce que vous nous dites, les gens vont finir par dire, il y a une grande proportion des itinérants qui sont là par choix. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une façon aussi de se donner bonne conscience? Moi, je pense que la question du choix, le mythe du choix va s'estomper avec les années, comme le mythe de la femme qui aurait choisi d'être battue en violence conjugale. Moi, je ne vois pas cette question-là. Moi, je pense que c'est plus une désaffiliation. On l'entend très souvent, régulièrement, lorsque je parle avec des commerçants, des résidents, dans le quartier, on m'amène ça. Oui, mais est-ce qu'ils ont choisi ça? Moi, je pense que je vois plus ça comme une désaffiliation plus à long terme. Des fois, ça peut être une désaffiliation qui peut prendre 7, 8, 10 ans avant de devenir itinérant. Moi, l'image que j'utilise souvent pour expliquer, en fait, là, je ne sais pas si c'est très approprié, mais je pense qu'on pourrait dire que une personne qui est dans l'itinérance, c'est quelqu'un qui a été poussé sur le bord d'un précipice à cause de réalités économiques. Ça peut être une faillite, ça peut être des coupures importantes au niveau de l'aide sociale, ça peut être la perte d'un emploi, la dévalorisation de l'emploi actuellement qui est extrêmement importante là-dedans. Donc, les gens se retrouvent sur le bord d'un précipice. Et après coup, ben, qu'est-ce qui se fait que la personne tombe? Bien, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des ruptures sociales, des ruptures familiales, un divorce, ça peut être une dépression, ça peut être une foule d'éléments sur le plan individuel qui fait que les gens tombent. Mais il ne faut jamais oublier la réalité économique en arrière. C'est extrêmement important. M. Gravel, quand vous entendez ou quand vous ressentez tant d'agressivité de la population en général à l'égard des itinérants, parce que c'est aussi une réalité, j'imagine, comment vous vous sentez, vous? Ben, tu sais, dans le fond, en fait, c'est que les gens qui sont intolérants, c'est de les amener à être tolérants. Puis la meilleure façon, c'est de leur montrer que le gars ou la fille, mais pour nous à l'accueil, c'est surtout les gars, que c'est un être humain qui tu peux dealer avec, puis échanger, puis que ce soit un bon client. Après tout, le gars qui va au dépanneur à tous les jours, il est aussi important que l'autre qui va chercher son journal de Montréal. Tu sais. Mais est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les relations entre la communauté, les gens et les itinérants, ceux qui vivent dans la rue, les commerçants, vous le disiez, la police? Il y a des problèmes qui sont pas simples là, autour de tout ça. Est-ce que c'est possible de... Ben, pour ma part, moi, je crois que si on peut arriver avec une, deux, le nombre n'est pas important, mais à leur redonner une dignité, puis à leur redonner le goût de travailler, comme à la chorale, comme à le journal, l'itinéraire, comme de se redonner une raison de vivre et que le travail va arriver à ce que ces personnes-là vont acquérir le respect des autres qui travaillent. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui arrive. Dans la chorale, lorsqu'on considère, là, ça fait 15 mois que la chorale existe. Puis ces gens-là ont été rejetés parce qu'ils étaient mal habillés, ils ne sentaient pas bon, les gens les repoussaient. Puis aujourd'hui, après 15 mois, les gens viennent avec le respect qu'on doit apporter à un être humain, déposer les dollars dans le chapeau. Et souvent, est-ce qu'on pourrait avoir une autographe? C'est bien. C'est un bon exemple. Vous êtes un peu l'exemple. Ben, on s'est créé le PME. Oui. Je vous remercie infiniment de cette entrevue. On vous revient après la pause. Ça veut dire, le grand, on va te les arranger ça à l'adresse. Il y a une chose que j'aime pas s'entendre, c'est... qu'est-ce que j'aime pas, c'est tout simplement, c'est que les gens qui abusent de d'autres. Le Festival des Deux-Rivières de Saint-Stanislas présente Kevin Parent, vendredi 10 juillet, 21h. Chemin de fer qui traverse la réserve et de faire payer Hydro-Québec pour des pylônes parce qu'ils sont mécontents des taxes sur le tabac.
le ministre Chevrette répète qu'il faut négocier avec les Mohawks. Une étude du groupe Options Consommateurs révèle que 200 succursales bancaires ont fermé depuis 20 ans à Montréal. C'est le quart de toutes les succursales. Je vous donne rendez-vous à 22h heure de l'Est. Bonne soirée. Vous écoutez et regardez CKTL, CGTL. Couleur d'émotion, complice de passion. CKTL dans ma maison, c'est toute la vie de ma région. Ma télévision, CKTL a 40 ans. Les gars qui se ramassent dans la rue, c'est quasiment toujours parce qu'ils se parlent de leur femme ou qu'ils parlent de leur job. Moi, je pourrais t'en nommer une maudite gang que j'ai connue depuis 10 ans et qui sont morts. C'est un Pollock que son chum a trouvé mort d'un portique au coin de Fort et Tupper. Morin, lui, savait qu'il faisait une tiro. Un soir, il est allé coucher dans le dortoir de l'armée du salut puis il s'est jamais réveillé. Cet extrait provient du film Joyeux Calvaire, film qui sera diffusé dans quelques instants, tout de suite après cette émission spéciale consacrée au problème des sans-abri. Je vous rappelle que l'argent provenant des messages publicitaires diffusés ce soir sera remis par Radio-Canada à l'accueil Bonneau pour l'aider à reconstruire ses locaux. Donc, ce qu'on vient de voir dans l'extrait du film de Denis Arcand, c'est une séquence plutôt pénible. D'ailleurs, le fil conducteur du film, c'est le suicide d'un jeune itinérant. Et des jeunes sur la rue, sans domicile fixe, il y en a de plus en plus à Montréal et ailleurs dans le monde. Et avec moi pour en discuter, France Labelle du Refuge des jeunes de Montréal, sœur de Nicole Fournier, qui est la directrice qu'on a accueillie tantôt de l'accueil Bonneau, et Dan Bigra, porte-parole du Refuge des jeunes de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Dan Bigra, ça fait un certain temps, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que vous êtes impliqué auprès du Refuge. Est-ce que vous voyez une différence entre aujourd'hui et l'époque quand vous avez commencé à travailler avec les jeunes sans-abri? Ça empire. Tu as deux cassures au niveau des jeunes. Tu as évidemment le truc personnel, qui sont, la plupart du temps, c'est immédiatement avec la famille. C'est pas très systémique, ça, c'est personnel. Depuis la désinstitutionnalisation, ben il y a bien des jeunes qui étaient en institution, on les a sortis de là en disant, ben rentrez dans vos familles, alors que le problème, c'était la famille. Alors, c'est moins rough pour eux autres d'être dans la rue, mais c'est quand même dangereux d'être dans la rue. Ouais. Alors, c'est de pire en pire, et ça, c'est un truc de système. Et c'est un truc de... Chaque fois qu'on veut sauver des sous, on s'aligne toujours vers une attitude de préjugés. Ouais. Le préjugé, quand ça vient de l'ignorance, bon, on peut comprendre, à ce moment-là, on explique. Les systèmes en place sont au courant et ignorent ça volontairement. Madame Labelle, est-ce qu'effectivement, il y en a de plus en plus de jeunes sans-abri? Oui. C'est pas un mythe, là, c'est vrai. C'est pas un mythe. Il y a une dizaine d'années, durant l'année internationale des sans-abri, on parlait de quelques centaines de jeunes sans-abri. Maintenant, on parle de plusieurs milliers. Alors, donc, c'est en nette croissance. C'est des cas de plus en plus lourds, effectivement, oui. Oui, des jeunes qui ont des difficultés plus importantes, difficultés multiples, avec, bon, Dan a évoqué des difficultés d'ordre personnel, familial, des difficultés économiques aussi. Oui. Les jeunes sont sans emploi. Les jeunes accueillis au refuge ont une scolarité secondaire 3 en moyenne, dans le meilleur des cas. Alors, on part perdant avec un tel bagage. Alors, tout se tient des problèmes économiques au raccrochage scolaire, milieu défavorisé, pas d'emploi, et ces gens-là finissent vraiment sur le risque. C'est pas aussi, jusqu'à un certain point, un geste de rébellion souvent des jeunes. Moi, je le comprends pas comme ça, puis toute mon expérience ne me confirme pas cette hypothèse. Les jeunes qui viennent au refuge ou ailleurs, dans d'autres organismes qui les accueillent, sont des jeunes en difficulté. C'est souvent un dernier choix. Dans bien des cas aussi, ils vont me dire, moi, quand je suis arrivée ici, j'avais honte. J'espérais que personne ne me reconnaisse. Donc, c'est pas un premier choix. C'est un bout de ligne. T'es pas chez toi, t'as pas de vie privée. C'est pas un statut. Au plan de l'estime de soi aussi, c'est pas un succès. Il y a personne qui afficherait comme succès l'idée d'être dans un refuge pour jeunes sans-abri ou pour personnes plus âgées. C'est un geste de rébellion. Ça dure un certain temps. Ouais. Tu fais ta rébellion, mais t'en sors. Un jeune qui va jusqu'au bout et qui meurt, parce qu'il y a des suicides, des overdoses, il y a le sida, il y a plusieurs cochonneries qui se promènent.
Quand tu es rendu jusque-là, on ne peut plus parler d'une petite rébellion cute, là. C'est la fin, quand tu es rendu, que tu es sur le bord de la mort. Puis les jeunes se suicident quelquefois, mais souvent, ils dansent sur le bord du pont. Puis ça, c'est la période de leur vie où est-ce qu'un quart de pouce tombe à droite, vont tomber sur le pont, puis le quart de pouce à gauche vont tomber en bas. On ne peut plus parler de rébellion. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Voilà, c'est tout. Restez à l'écoute, puisque dans quelques instants, je vous le rappelle, sera diffusé le film Joyeux Calvaire de Denis Arcand, qui nous raconte justement l'univers des itinérants, les jeunes et les moins jeunes. Je vous quitte avec une déclaration, justement, de vous, Sœur Nicole Fournier de l'Accueil Bonneau, faite au printemps dernier, avant la catastrophe du 9 juin. Les itinérants n'ont pas besoin de pitié. Tout ce qu'ils veulent, c'est une place. Merci. Au revoir. Mais nous, nous serons morts, mon frère.
Stanley! C'est Stanley. Stanley! Attends-nous! Il faut que j'aille dans l'Est, moi! Ben, on va y aller avec toi! Non, non, non! Non! Je veux me rejoindre là! Non, c'est pas non! C'est pas non! Laissez faire! Laissez faire! Laissez faire! Stanley, des fois, il me dit pas tout. Quoi, béquille? Un accident. J'ai eu un accident une couple de mois. Quelle sorte d'accident? Avec monter, ça. J'aime pas tellement ça, j'en ai de choses. Le jambon, c'est correct? Ouais, c'est correct. Merci. Voyons, maudit pigeon, il aurait pas pu aller faire sa marde ailleurs. C'est un Kleenex, quelque chose. T'as donc bien des cochonneries, toi, dans tes poches. Je me suis trompé de côte au larme. Je me demande bien ce qui s'en allait. Qui ça? Stanley. Son chat, il l'appelle Stan, mais c'est une chatte. Tiens, elle devait avoir le bras gauche fatigué, elle a mis son plat de l'autre côté un matin. Là, il y avait des mots du beau film porno. Où ça? Là, ici. Il y avait un mot du beau théâtre. Il n'y en a plus, là. Tu sais chier, Carrefour? Non. Ah, les gars. L'autre jour, Madeleine a passé devant. L'autre jour, un gros gars a écrasé la tête, il quête, là. C'est son spot, ça. Mais là, il était pas là. Fait que dans sa casquette, il avait mis une pancarte. Back in 5 minutes. Et ça, je te dis, c'est un gars qui prend soin de son commerce. Hein, c'est Armand? Hey! Armand! Armand? Je le connais pas. Mais non, tu connais pas personne, toi? Ah, on va passer par là. Regardez ici. Salut, Armand! Salut, Marcel. C'est une chose, toi. Je m'ennuie de Michel Josselin, moi. Il l'avait, lui. Ramasse ça, mon chien. Elle marche même pas, vos TV. Lock-toi les dents dans le cul, mon niaiseux. Il est pas bien, lui. Oui. On devrait peut-être bien y aller, nous autres. Pour moi, il a pas pris tes Valium un matin, lui. Hein, mon chien, t'as pas pris tes Valium, toi? Tu t'es couché, toi, hier soir? Dans mon nouveau château.
Si tu veux, on peut plus coucher nulle part. Hey, regarde. Ici, on est à bain en maudit. Il est resté ici, toi? Moi, je comprends donc. M'installer au balcon, là en haut. On a été jusqu'à 50 à vivre ici en même temps. En bas, c'était une piquerie. En haut, c'était la grosse paix. C'est quoi en bas? Une piquerie. Tu sais, c'est quoi une piquerie? Ouais, ouais. Une piquerie, c'est une place où ils se rendent des aiguilles d'un veine, là. Des veines. Ouais, pour moi, vous n'avez pas encore ça en Abitibi ou autres, hein? Ouais, j'étais encore drôle. Ah, les gars. En hiver, il y a eu trop de neige, le toit a défoncé. C'est ça le problème. Le monde n'entretient plus le bâtisse. Justement, j'ai rencontré Tonio hier. Ils ont finalement fini par y couper tous les doigts. Tu le connais pas, toi, Tonio, hein? Tous les doigts? Ah, presque tous. Ils l'ont trouvé sur un banc de neige l'hiver passé. Il paraît qu'il a gardé tous ses orteils, pardon? Tonio, ça? Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a dit que t'étais de Moncton. Ah ouais? C'est vrai, ça, l'histoire de la côte magnétique? Tout de la bullshit, les touristes, ça. C'est bien ce que je me doutais, ça. Comme ça, c'est pas vrai. Ben, c'est vrai, puis c'est pas vrai. Il y a comme une sorte de pente, là. Mais moi, ma place, c'est pas Moncton, c'est Caraquette. Caraquette? Caraquette. Sur le break. C'est juste assez comique, oui. Caraquette, c'est le plus long village du Canada, ça. Ah. C'est là que les Anglais ont sacré de voir les Acadiens. Ah ouais? Mais moi, ces histoires-là, ça me dérange pas. Des fois, je suis français, des fois, je suis anglais. Ça dépend de ce que je suis. Hey, il y en a-tu un qui m'a planté, moi, aujourd'hui? Qui ça? Caron! Maudit, là, quand il est sous, il arrête pas de baver. Il y avait un couteau dans sa poche, il essayait de me faire peur. Maudit crossu. Qui se rasseye, tu vas voir, il va aller joindre ici puis paillette, lui. Faut que j'enlève mon soulier, j'ai trop mal aux pieds, moi. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ah, cochonnerie. C'est encore plus bleu qu'hier. À l'hôpital, ils m'ont dit que c'était rien, ça. Qui voulait se débarrasser de toi. Moi, j'aime autant ta fille que de l'hôpital. L'autre soir, j'ai eu mal en arrière de la jambe, c'était épouvantable. C'est venu dur comme du bois. Je me suis serré la jambe à deux mains, j'ai quasiment crié. Hey, s'il fallait qu'il m'arrive quelque chose aux jambes. On va aller me faire tremper le pied dans l'eau chaude. Je suis pas habitué de marcher tout le temps de même. Il paraît qu'il faut que tu mettes du gros sel dans l'eau. Gros sel? On va en mettre. Ah ben viens-t'en, on va être en retard pour le lunch. OK. La veux-tu, j'ai pas des bonnes dents. Fais le cuire, épais. Bien! Il va finir par se faire tuer. Il n'y a pas de break? Ben non, il n'y en a pas. Ça ne le dérange pas. Il va sur l'autoroute, ça marche de main. Il dit qu'il transporte son ange gardien dans son panier. Il est toujours en train de lancer une médaille en l'air, là, puis dépendamment du côté qu'elle tombe, c'est ça qu'il dit où aller. Ses claques sont au moins 4 points trop grands. Il les attache avec des cordes et des élastiques.
Il marche dans la neige avec ça, ça le dérange pas pour ça. Super solde estival jusqu'au 21 juin chez Claude Croteau et filles. Maillot de bain pour fillettes, grandeur 4 à 14 ans, laissé à seulement 8,99. Short en nylon doublé pour hommes, soldé à 4,99 chacun. Claude Croteau et filles, la mode à bas prix, boulevard Sainte-Madeleine, Cap de la Madeleine. Sortie week-end, une présentation d'Univers Pontiac Buick Shawinigan. Ici Patricia Chagnon, ce vendredi le 19 juin, dans le cadre du Festival Francien, ne manquez pas à 21h au Koumé, du côté de Shawinigan, un spectacle pré-festival avec Katmandou à 21h et le MS Jacques Cartier et NV Draveur vous invitent tout l'été à des croisières. Les sorties week-end sont une présentation de Univers Pontiac Buick Shawinigan. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là n'en finissait plus de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Jardin d'aujourd'hui, jeudi, 19h. Vous écoutez et regardez CKTL, CG13. CKTM a 40 printemps, mais CKTM a aussi 40 hivers d'amour et de partage. Le Noël du pauvre s'avère la plus grande manifestation de la solidarité régionale. Gagnant du premier prix au Festival de la télévision Canpro à Calgary, le Noël du pauvre est le premier téléthon à avoir vu le jour en Amérique du Nord et se distingue toujours par son originalité et sa qualité. CKTM Télévision, complice de votre générosité depuis 40 ans. Le gâteau? Mais non, lui! Hey, c'est tellement un beau parti. Est-ce que c'est vraiment lui qui se marie cet été? Ben, il paraît que c'est elle qui a demandé sa main. Je me marie cet été. Hey, Francis Freddy, il fait à Radio-Canada. C'est pas sérieux. Oui! Il paraît que je me marie cet été. Ça commence le 22 juin. Oui, je le veux. Vive les mariés! Votre vie vous ennuie? On vous a trouvé un travail. Alors, changez de vie. Vous voulez que moi, je leur enseigne? J'apprécierais que vous fassiez preuve d'un peu plus de discipline dans votre classe. Au péril de votre vie? Je ne peux pas vous encaisser depuis le premier jour où je vous ai vu. Mais jamais de la vie. Vous n'avez pas envie d'être ici, je n'ai pas envie non plus. Nous n'avons qu'à faire de notre mieux. Si la vie vous intéresse, avec Danny DeVito, au Grand Film, vendredi 19h30. Super solde estival jusqu'au 21 juin chez Claude Croteau et filles. Pour la plage ou la piscine, de superbes serviettes aux coloris variés, laissées à seulement 2,99. Aussi d'élégants polos mode pour hommes, soldés à 8,99. Claude Croteau et filles, la mode à bas prix, boulevard Sainte-Madeleine, Cap de la Madeleine. Moi, j'ai toujours les pieds gelés. Je pense que c'est le sang qui passe pas. Il fait frais dans ma chambre sans bon sens. C'est sûr que j'étais mieux à la maison du père, mais on peut pas rester là plus que 15 jours. Hey, ils m'ont fait poser des rideaux. Faut pas aimer ça trop. Moi, il fallait faire des jobs de femme, là. En tout cas, il paraît que dans les plus vieux Christiania, il y en a une maudite gang qui sont nés dans la crèche à côté. Comment est-ce qu'ils appellent ça, La miséricorde. Ouais, tu pourrais peut-être te trouver une place à la chambre d'or. Ah, il y a une chance qu'on peut marcher. Moi, j'aime ça marcher. C'est mieux que de rester niaisé dans sa chambre. Des fois, je m'arrête dans une porte de taverne, je regarde passer le monde.
Hier, je partais pour sortir, je suis tombé sur le concierge dans le passage. Hey, Joe. Qu'est-ce qu'il y a? Ton voisin de chambre te dérangera plus. Bon, il a jamais fait de grand train, là. Ben là, il en fera plus pantoute, il vient de s'acheter en bas du pont Jacques-Cartier. Je pense qu'il était un petit peu découragé. Il venait de sortir de l'hôpital, il savait qu'il avait le cancer. C'est drôle, c'est le jour de sa fête. J'y ai parlé le matin, puis il m'a dit c'est ma fête, mais c'est moi qui vais te faire un cadeau. Ah. C'est lui qui m'a donné ce foulard-là. Ah, il est beau. Chaud. Oh ben, gardons le beau, tu peux tout, oui. Qu'est-ce que tu fais là? Il est beau, hein? Regarde le beau petit chien. Comment tu t'appelles, toi? Hein? Comment tu t'appelles, mon pitou? Oh, il est gêné. Il est gêné. Tu m'as jamais vu encore? Moi non plus, t'es jamais vu. T'es ben cute. Beau, tu peux tout. Hein? Oh, t'es cute. Hey, t'aimes-tu ça jouer? Oui, on joue un petit peu. On joue. Ah, Colin, le go pour toi. Hein? Yeah. Tu veux Stanley, toi? Je l'ai vu un matin de bonne heure, il était dans l'ouest. Il en parlait dans son assiette. Ah, moi aussi, je l'ai vu un matin. Il était un peu notre Stanley. J'ai eu un chien, toi. Il dit, tu as un chien, toi? Comprends donc, j'ai déjà eu un chien. Tu comprends donc, j'ai eu un chien? J'ai eu un vrai Doberman. Il est bien des bâtards, c'est les plus fins. Ben des bâtards, c'est les plus fins. Coudon, tu veux-tu mon poing sur la gueule, toi? Ah non, attends, Marcel, viens, Marcel, Marcel, la faire. On va aller ailleurs. Ben là, je vais être pas capable de frapper un gars. On va aller au là. On va aller au là. Il y avait un pont, là, avant. On pouvait se coucher en dessous, puis personne ne nous dérangeait. On s'installait même là pour l'hiver. Il y a de la machine ici de Saint-Henri. Les 3 maisons, là, c'est là que j'ai ma chambre. Un vrai château. Je peux changer de chambre tout le temps que je veux. Mais je reste surtout dans celle du milieu. Au deuxième, comme une balustrade en bois. C'est là que je m'installe le plus souvent. C'est commode. Je peux laisser mes sacs de couchage, là. Ah, t'es-tu allé chercher le tien? Je fais quoi? Ton sac de couchage. Où ça? En poste de police. À ça, ils donnent des sacs de couchage. Moi, te dire, il serait mieux de nous donner des couvertes électriques. On pourrait tous s'enligner sur la grande terrasse de la Place des Arts avec chacun notre plug se connecter. On serait gros dur. Ouais. Ah, il est beau, hein? Ma grandeur, à part de ça. Hein, vois-tu? Attends un peu. Si je le mets pas, je le vendrai. T'aimes-tu mieux marcher dans l'Est ou dans l'Ouest, toi? Ah, ça dépend des jours. Mais m'éloigne pas trop de l'Est. Non? J'aime mieux l'Est. Dans l'Ouest, c'est des gars spécialisés qui sont là. Passer sur des trottoirs qui sont vides à la journée longue, c'est pas long que tu te fasses spotter par des serviteurs qui guettent d'un châssis. Les gardes de sécurité arrivent, ça prend pas grand temps. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gars, ils sont connus là-bas. Puis eux autres, ils les laissent faire. Ils sont habitués eux autres, on le dirait. Des fois, je sais plus trop y aller. Surtout quand tu commences à faire fret. L'autre jour, j'étais tellement fatigué de marcher, je me suis endormi dans l'entrée d'un théâtre.
Franck? Je peux pas, j'ai pas une scène. Ça fait rien. Ça va te réchauffer. Dans la ville où je suis né, le passé porte le présent comme un enfant sur ses épaules. Au printemps 1952, mes parents s'installèrent dans la maison voisine de celle de ma tante Jeanne d'Arc. On va fermer, là. Je vais être obligé de te mettre à la porte. Faites un mot du bon somme, ouais. C'est bon. Moi, je trouve que le pire, c'est quand il y a du vent. Quand il fait fret, là, on est mieux de prendre des rues pas de côte. Parce que là, c'est soufflant. Moi, je suis pas sûr aux mêmes places qu'avant. Au coin d'Élisabeth, j'entends encore, mais je sors vite. Et comme ça, t'es de Caraquette, toi. Ouais. Il y a du monde bien important qui vient de Caraquette. La Bolduc. C'est qui? La Bolduc. Tu sais, celle qui surlutait puis qui jouait de la musique à bouche, là. Non, j'en ai entendu parler. Elle venait de Caraquette. Ben, tant mieux. Hier, je me suis fait arrêter par 2 grosses polices dans le métro. Ils m'ont demandé mes papiers. Je peux vous en montrer toute la journée si vous voulez des papiers. J'ai rien que ça dans mes poches, les papiers. Tiens, tiens. Tiens, avant ça, j'ai le droit de circuler comme je veux, OK? Moi, j'étais correct. J'avais payé mon billet. J'étais parti de Victoria. Les autres, je trouvais ça drôle que je monte puis que je descende à chaque station. Mais j'étais dans mon droit, tu sais. Je le savais. Mais si tu marches trop souvent aux mêmes places, les polices finissent par te regarder de travers puis ils t'achètent. Moi, je marche toujours aux mêmes places. Ils vont bien finir par m'arrêter. Ben oui. T'es-tu assis à la gare de Montréal-Ouest? Non. L'autre jour, j'étais assis là, bien tranquille. C'est une bonne place. Il y a chauffe au soleil, il y a des toilettes. D'un coup, je m'aperçois que le gardien de la gare, il me checkait. Hey, you can't stay here. Oh, chier, toi! C'est un endroit public, c'est... What did you say? Fais pas l'innocent, tu m'as compris, je t'ai dit d'aller chier. Comme il a raison, il est allé appeler la police. J'ai le droit de me faire griller. On va prendre une marche, là, c'est bon pour la santé. Patin, tu fais rien que ça, prendre des marches. L'automne passé, mais t'as trouvé une boule de chaleur terrible. Je dormais comme un enfant. Hey, décolle, c'est ma place, ici. Les 2 bras poignés dans ton sac de couchage avec un couteau dans la face. Je te dis, t'es un petit peu mal placé pour argumenter. Je sais pas si je vais pouvoir garder mon château bien longtemps. Un bon matin, m'a voir arriver le boule. Pourtant, c'est des belles maisons, hein? C'est à la ville. C'est marqué, c'est à la porte. Ben, l'autre fois, au parc, il y a un gars qui m'a dit que la ville a abandonné bien des maisons. Jusqu'à ce qu'il tombe tout seul. Puis là, ben, il n'y a plus rien à faire. Ben moi, là où je reste, il y a un gars, il a tout volé. Les potes, les châssis, en voyant. On va me prendre des mots du bon plastique. Les
Des fois, je dormais encore, puis je l'entendais. Il arrachait tout ce qu'il pouvait. Il n'a jamais été capable d'arracher un rang d'escalier. C'est pas parce qu'il n'a pas essayé, hein. Ben, avec tout ça, il a tout réparé sa maison sur la rue Saint-Antoine. Pas fou. CKRT-TV Rivière-du-Loup souhaite un excellent 40e anniversaire à toute l'équipe de CKT.